Si tu as déjà traversé des moments où tu doutais de ta propre santé mentale, où tu te demandais si tu réagissais de façon disproportionnée, si tu exagérais, si tu inventais des choses qui ne s'étaient peut-être pas vraiment passées, si tu te demandais si tu étais tout simplement trop sensible pour avoir une relation normale, alors ce que je vais te dire dans les prochaines minutes va changer quelque chose d'essentiel dans ta façon de comprendre ce que tu as vécu. Parce que Carl Jung, il y a presque un siècle, a identifié avec une précision clinique absolue le mécanisme psychologique que le narcissique utilise pour te faire croire exactement ça, pour te faire douter de ta réalité, pour te convaincre que le problème était en toi. Et la vérité que tu vas entendre aujourd'hui est peut-être la plus importante depuis le début. Tu n'étais pas folle. Tu ne l'as jamais été. Et ce n'est pas de la consolation. C'est de la psychologie clinique documentée. Il y a quelque chose que je veux te dire d'emblée, avant tout le reste. Quelque chose que j'aurais voulu que quelqu'un me dise quand j'étais au milieu de cette confusion. Écoute-moi bien, car ce que je vais te révéler, personne n'ose le dire clairement. Ce doute de toi-même que tu as porté, parfois pendant des années, cette certitude qui s'effaçait progressivement que tes perceptions étaient fiables, ta réalité valide, ton ressenti légitime, ce n'était pas le signe d'une faiblesse psychologique. Ce n'était pas la preuve que tu étais instable ou trop émotive. C'était le résultat d'une technique de manipulation cliniquement documentée, exercée sur toi avec une régularité et une précision que tu ne pouvais pas voir parce qu'elle était conçue précisément pour être invisible. Tu connais peut-être certaines de ces douleurs, ce moment où tu lui racontais quelque chose qui s'était passé et où il te regardait avec cette expression légèrement condescendante, légèrement fatiguée, comme si tu déformais la réalité une fois de plus. Cette sensation de te corriger toi-même en plein milieu d'une conversation, de douter de ta propre mémoire avant même qu'il ait fini de parler. Cette honte silencieuse d'avoir cru que quelque chose s'était passé alors que lui affirmait avec une certitude absolue que tu l'avais imaginé. Ce moment où tu t'es dit à toi-même, peut-être pour la 100e fois, je dois avoir un problème. Je dois être en train de devenir folle. Et peut-être aussi cette chose plus profonde encore, l'épuisement de devoir constamment te justifier à toi-même, de devoir chercher des preuves de ce que tu savais, de prendre des notes, des captures d'écran, de répéter les conversations dans ta tête encore et encore pour t'assurer que tu n'avais pas inventé, parce qu'une partie de toi avait encore confiance en ce qu'elle savait, et une autre partie avait appris à douter de tout. Et vivre entre ces deux parties, c'est l'une des formes de souffrance les plus épuisantes qui existent. Ces douleurs sont réelles, et elles ont un nom, et elles ont une origine précise, et cette origine n'est pas en toi. Pour comprendre exactement ce qui t'a été fait, il faut commencer par un concept que Jung a développé et que la psychologie moderne a ensuite documenté cliniquement avec des décennies d'études, le concept de la projection de l'ombre. Et ce concept, appliqué au narcissisme, explique avec une précision qui donne le vertige exactement pourquoi tu en es venu à douter de ta propre réalité. Jung a décrit l'ombre comme la partie de notre psyché que nous refusons de reconnaître en nous-mêmes. Elle contient tout ce que nous jugeons inacceptable, nos impulsions, nos défauts, nos contradictions, nos peurs les plus profondes. Chez une personne psychologiquement saine, un travail intérieur honnête permet d'intégrer cette ombre, de la reconnaître, de la rendre consciente, plutôt que de la laisser agir dans l'obscurité. Ce travail est douloureux, mais il est ce qui permet de vivre avec soi-même dans une relative intégrité. Le narcissique ne fait pas ce travail, il ne peut pas le faire, sa psyché n'est pas construite pour ça. Son ombre, au lieu d'être intégrée, est projetée en permanence vers l'extérieur, sur les personnes qui l'entourent, sur toi. Et cette projection n'est pas une métaphore, c'est un mécanisme psychique concret et observable. Il t'attribue ce qu'il ne peut pas accepter de lui-même. Tout ce qui est sombre en lui, tout ce qui est mensonger, instable, manipulateur, cruel, il le projette sur toi. Et il le fait avec une conviction si totale, si absolue,
que tu commences à le croire. Parce que quelqu'un qui accuse avec autant de certitude ne peut pas avoir complètement tort, non? Du calme, car ce que je vais te dire maintenant va tout inverser. Cette conviction totale avec laquelle il projetait sur toi n'était pas la preuve qu'il avait raison. C'était la preuve de la profondeur de son refus de se voir lui-même. Plus il projetait avec intensité, plus son ombre était refoulée. Plus il t'accusait d'être folle, instable, menteuse, irrationnelle, plus ces termes décrivaient avec précision ce qu'il vivait lui-même et ne pouvait pas admettre. Ce n'était pas toi qu'il décrivait. C'était son propre portrait qu'il refusait de regarder et pour lequel il te tendait le miroir à ta place. Et le mécanisme précis qu'il utilisait pour accomplir cela, Jung ne l'a pas nommé de cette façon, mais la psychologie moderne a donné un nom à cette technique spécifique qui dérive directement de la projection de l'ombre, le gaslighting. Ce terme vient d'une pièce de théâtre des années 40 et il décrit quelque chose d'une précision clinique absolue. Le processus par lequel une personne manipule délibérément la réalité d'une autre pour la faire douter de ses propres perceptions. Pas par accident, pas par maladresse, de façon systématique, récurrente, calibrée pour produire un résultat précis. Une personne qui ne sait plus faire confiance à ce qu'elle voit, entend, ressent et pense. J'ai travaillé avec des dizaines de femmes qui portaient ce doute, et la constante était toujours la même. Elles étaient toutes des personnes d'une intelligence au-dessus de la moyenne, des personnes capables d'analyser des situations complexes avec une clarté remarquable dans tous les autres domaines de leur vie. Et pourtant, dans cette relation précise, avec cette personne précise, leur intelligence cessait de fonctionner normalement. Et elles en concluaient toutes la même chose. C'est moi le problème. Je dois avoir quelque chose qui ne fonctionne pas normalement. Retiens bien ceci, car la révélation qui vient est celle qui explique tout. Ce dysfonctionnement de l'intelligence dans la relation avec le narcissique n'était pas un dysfonctionnement de leur intelligence. C'était le résultat prévisible et documenté d'une exposition prolongée au gaslighting. Quand la réalité externe que quelqu'un te présente contredit systématiquement ta réalité interne, ton cerveau entre dans un état d'une confusion cognitive réelle. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie. C'est la façon dont un système nerveux réagit à une contradiction permanente et irrésoluble entre ce qu'il perçoit et ce qu'il lui dit de percevoir. Et cette confusion, maintenue sur des mois ou des années, produit exactement ce que tu as vécu, une incertitude fondamentale sur la validité de tes propres perceptions. Il y a un cas de ma pratique qui illustre ce mécanisme avec une clarté que je n'ai trouvée nulle part ailleurs dans la littérature clinique. Nathalie avait 38 ans quand elle m'a consulté pour la première fois. Elle était venue en me demandant si elle pouvait souffrir d'un début de démence. C'est exactement comme ça qu'elle a posé la question en s'asseyant. Parce qu'elle oubliait des choses qu'elle était sûre d'avoir dites, d'avoir faites, d'avoir vécues, et que son compagnon lui confirmait systématiquement qu'elle n'avait pas dites, pas faites, pas vécues. Elle avait consulté son médecin généraliste, qui avait fait des tests cognitifs, tous normaux. Elle avait parlé à une amie qui lui avait dit qu'elle semblait parfaitement lucide. Et pourtant, elle continuait à douter, parce que lui semblait si certain. Parce qu'il avait cet air légèrement triste et patient quand il lui expliquait ce qu'elle avait ou n'avait pas dit. Cet air de quelqu'un qui supporte quelque chose de difficile avec beaucoup de bienveillance. Au cours de nos premiers entretiens, j'ai commencé à noter des patterns très précis dans ce qu'elle me décrivait. Les épisodes de soi-disant oubli ne se produisaient jamais au hasard. Ils se produisaient systématiquement dans des situations où elle aurait pu reprendre une position de force dans la relation. Quand elle lui avait demandé d'expliquer quelque chose qu'il avait dit la semaine précédente, il ne se souvenait pas de l'avoir dit. Quand elle avait mentionné un engagement qu'il avait pris, il n'en avait aucun souvenir et lui suggérait gentiment qu'elle avait peut-être mal compris. Quand elle lui reprochait un comportement, il lui montrait avec une patience infinie
que c'était la conséquence de quelque chose qu'elle avait elle-même fait, qu'elle avait apparemment oublié. Ce n'était pas de la démence, c'était du gaslighting systématique, exercé avec une précision et une constance qui démontraient une maîtrise terrifiante de la technique. Et cette maîtrise n'était pas nécessairement consciente au sens où il aurait planifié chaque épisode, mais elle était réelle, et ses effets sur la psyché de Nathalie étaient cliniquement observables, documentés et réversibles dès lors qu'on avait nommé ce qui se passait. Du calme, car ce que nous allons explorer maintenant est la chose la plus importante de cette vidéo. Les études cliniques sur le gaslighting, et il en existe un corpus solide depuis les années 2000, ont identifié 3 techniques fondamentales que le narcissique utilise pour te faire douter de ta réalité. Et en te les nommant, je veux te donner quelque chose de précieux, la capacité de reconnaître rétrospectivement ce qui t'a été fait, et de comprendre pourquoi tu n'aurais pas pu le voir au moment où ça se passait. La première technique est ce que les cliniciens appellent le déni de la réalité perçue. C'est la forme la plus directe de gaslighting. Tu dis ce que tu as vu ou entendu, et il dit simplement que ça ne s'est pas passé, avec une certitude absolue, sans négociation, sans espace pour que ta version soit entendue. Ça ne s'est pas passé, tu l'as imaginé, tu te souviens mal. Et cette certitude qu'il projette est si totale qu'elle crée une asymétrie cognitive dans l'échange. D'un côté, ta certitude, fragile parce qu'il l'a déjà ébranlée tant de fois. De l'autre côté, sa certitude, monolithique et indiscutable. Et dans cet écart, tu perds du terrain à chaque fois, pas parce que tu as tort, parce que ta confiance en ta propre mémoire a été tellement minée qu'elle ne peut plus se défendre efficacement. La deuxième technique est la requalification de tes émotions. Ce n'est pas le fait qu'ils disent que quelque chose ne s'est pas passé, c'est la façon dont ils traduisent ce que tu ressens en quelque chose qui parle contre toi. Ta tristesse devient de la manipulation, ta colère devient de l'instabilité, ton inquiétude devient de la paranoïa, ton besoin de clarté devient du contrôle. Et chaque fois que tu exprimes quelque chose, ce que tu exprimes est retourné comme une preuve que quelque chose ne va pas chez toi, plutôt que comme une réponse légitime à ce que tu vis. Et avec le temps, tu apprends à ne plus exprimer, ou à t'excuser d'exprimer avant même d'avoir fini de parler. La troisième technique est ce que j'appelle la triangulation de la réalité. Ce n'est plus seulement lui qui te dit que tu as tort, c'est lui qui fait en sorte que les autres autour de toi le confirment aussi. En parlant de toi à tes proches avant que tu puisses leur parler, en présentant sa version des faits avec tant de douceur blessée et de rationalité apparente que les gens autour de toi, naturellement, te voient à travers son prisme, et tu te retrouves seul. Seul avec ta réalité que même ceux en qui tu as confiance semblent ne pas confirmer. Et cette solitude est l'une des choses les plus destructrices que le gaslighting peut produire, parce qu'elle te prive du dernier rempart contre la confusion, la validation extérieure. Nathalie a vécu ces 3 techniques simultanément, et quand je les lui ai décrites, une par une, avec des exemples précis tirés de ce qu'elle m'avait raconté, j'ai vu quelque chose se passer sur son visage que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas de la surprise, c'était de la reconnaissance, comme quelqu'un qui entend pour la première fois le nom de quelque chose qu'il a connu, mais pour lequel il n'avait pas de mots. Et derrière cette reconnaissance, quelque chose qui ressemblait à un soulagement immense et douloureux à la fois, je n'étais pas folle. Et maintenant, voici le retournement que Jung avait compris avant tout le monde, et qui inverse complètement la narratrice de ce que tu as vécu. Ce qu'il te disait que tu étais instable, irrationnelle, trop sensible, menteuse, contrôlante, jalouse, sans raison, c'est le portrait exact de ce qu'il était lui-même. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une comparaison poétique. C'est le mécanisme de la projection de l'ombre, fonctionnant exactement comme Jung l'a décrit. Tout ce que le narcissique ne peut pas reconnaître en lui-même, il le projette sur la personne la plus proche avec une conviction d'autant plus totale que son déni est profond. Et il choisit pour cette projection une personne dont l'empathie garantit qu'elle va douter d'elle-même plutôt que de lui. Une personne dont la sensibilité émotionnelle va l'amener à se questionner sincèrement
plutôt qu'à le rejeter d'emblée. Une personne dont la loyauté va la maintenir dans la relation assez longtemps pour que la projection s'installe comme une vérité. Jung a révélé que le narcissique est le miroir le plus sombre que tu puisses rencontrer. Non pas parce qu'il te réfléchit tel que tu es, mais parce qu'il te réfléchit tel qu'il est lui-même et qu'il te convainc que c'est ton reflet. Et tu l'as cru, non pas parce que tu étais faible, mais parce que tu étais honnête. Parce que quand quelqu'un te dit que tu as un problème, une personne intègre se demande sincèrement si c'est vrai. Et cette intégrité, cette honnêteté envers toi-même a été retournée contre toi avec une précision terrible. En 15 ans de pratique clinique avec des survivants de violences narcissiques, j'ai vécu des centaines de moments comme celui-ci. Des femmes qui pleuraient non pas de tristesse, mais de soulagement. Ce soulagement particulier qui vient quand on comprend enfin que la chose contre laquelle on se battait depuis des années n'était pas en soi. Et je te dis ça non pas comme une psychologue qui récite une théorie. Je te le dis comme quelqu'un qui a elle-même traversé ces années de doute, qui s'est posé les mêmes questions la nuit, qui a cherché les mêmes preuves, qui a cru pendant longtemps que quelque chose en elle était fondamentalement cassé, et qui a compris, grâce à Jung d'abord, grâce à la thérapie ensuite, que ce qui était cassé n'était pas en elle. C'était le miroir qu'on lui tendait. Le Super Thanks, là en bas, n'est pas seulement un soutien financier. C'est ton geste qui dit que la prochaine femme qui se demande si elle devient folle, qui consulte son médecin parce qu'elle croit avoir un problème cognitif alors qu'elle est victime de gaslighting, qui ne sait plus faire confiance à ce qu'elle perçoit, doit pouvoir trouver cette vidéo et entendre pour la première fois « Tu n'étais pas folle ». Jung croyait que la conscience de soi est le premier pas vers la guérison. Chaque Super Thanks envoie cette conscience plus loin dans le monde. Tu n'es pas seulement spectatrice, tu es gardienne de ces vérités pour celles qui en ont le plus besoin. Et maintenant, les outils concrets pour reconstruire ce que le gaslighting a abîmé. Parce que nommer ce qui s'est passé est nécessaire. Mais rétablir ta confiance en toi-même, reconstruire ton témoin intérieur, réapprendre à habiter ta propre réalité, ça demande quelque chose de plus que la compréhension intellectuelle. Ça demande une pratique. Le premier outil est ce que j'appelle la validation rétroactive. C'est une pratique simple que je donne en début de processus thérapeutique à toutes les survivantes de gaslighting. Prends le temps, dans un moment calme, de revenir sur 3 ou 4 épisodes précis que tu as vécus dans la relation et que tu te souviens avoir douté de toi-même. Des épisodes où tu étais certaine de quelque chose et où il t'a convaincu que tu te trompais. Et pour chacun de ces épisodes, pose-toi la question suivante. Si j'avais raconté cet épisode à quelqu'un de bienveillant, qui ne connaissait ni lui ni moi, est-ce que ma perception de ce qui s'était passé aurait semblé raisonnable ou est-ce qu'elle aurait semblé déformée? Dans la quasi-totalité des cas, la réponse est la même. Ta perception était raisonnable. Ta réaction était proportionnée. Et ce qui semblait irrationnel dans la relation ne semblait irrationnel que parce qu'il avait construit autour de toi un environnement dans lequel ta réalité normale était présentée comme de la folie. Cette validation rétroactive n'est pas un exercice de rancœur. Ce n'est pas pour te convaincre qu'il avait toujours tort. C'est pour te redonner accès à ta propre capacité de jugement que des mois ou des années de gaslighting ont obscurci. C'est pour te montrer que cette capacité n'a pas disparu. Elle était là, elle est encore là. Elle avait juste besoin qu'on lui dise qu'elle pouvait se faire confiance à nouveau. Souviens-toi du mécanisme du déni de la réalité perçue que nous avons décrit plus tôt. Le deuxième outil est directement lié à lui. Le deuxième outil est le journal de réalité. C'est une pratique qui peut sembler laborieuse, mais dont l'efficacité est documentée dans les études sur la reconstruction post-gaslighting. Pendant une période de quelques semaines, écris chaque jour, dans un carnet que tu gardes pour toi, 3 observations sur ce que tu as perçu, ressenti ou vécu dans la journée. Pas des analyses, pas des jugements, juste des perceptions. J'ai ressenti de la tristesse quand un tel m'a dit ça. J'ai perçu quelque chose d'inconfortable dans cette situation. J'ai eu le sentiment que cette conversation ne me respectait pas.
et relis ce journal régulièrement. Ce que tu vas découvrir, c'est que tes perceptions sont cohérentes, qu'elles s'organisent en patterns reconnaissables, qu'elles témoignent d'une intelligence émotionnelle et relationnelle intacte. Et cette cohérence, visible dans tes propres mots au fil des jours, va progressivement reconstruire ce que le gaslighting a démoli, ta conviction que tu es une source fiable d'informations sur ta propre expérience. Le troisième outil est ce que j'appelle la règle du premier ressenti. C'est peut-être le plus simple dans sa formulation et le plus difficile dans sa pratique. La règle est la suivante. La première chose que tu ressens dans une situation, avant toute analyse, avant toute révision, avant d'avoir demandé à quelqu'un d'autre si ta réaction est normale, cette chose-là mérite d'être prise au sérieux, pas comme une vérité absolue, mais comme une donnée valide qui mérite d'exister. Après des années de gaslighting, nous apprenons à dévaluer notre premier ressenti de façon automatique. Nous le corrigeons avant même de l'avoir laissé se formuler parce que nous avons appris que nos perceptions sont peu fiables. La règle du premier ressenti te demande simplement de ne pas faire ça, de laisser le premier ressenti exister, de lui dire « tu es valide, tu mérites d'exister ». Je vais te regarder avant de décider quoi faire de toi. Ça va faire mal à entendre, mais c'est la vérité dont tu as besoin à ce stade de ta reconstruction. Une grande partie du chemin de guérison après le gaslighting consiste à affronter quelque chose de profondément inconfortable, le fait que tu as parfois su, que dans certains de ces moments de doute, tu savais ce qui s'était passé et que tu as quand même choisi de te faire confiance à lui plutôt qu'à toi-même. Non pas parce que tu étais stupide, non pas parce que tu étais faible, mais parce que des mois ou des années de conditionnement avaient fabriqué en toi une hiérarchie. Sa réalité comptait plus que la tienne. Et confronter cette hiérarchie, comprendre comment elle a été construite, est une étape douloureuse mais nécessaire. Parce que la guérison n'est pas seulement de comprendre ce qu'il t'a fait, c'est de désapprendre les réflexes qu'il a installés. Et ce désapprentissage prend du temps. Et il mérite de la compassion. Le quatrième outil est la reconstruction du droit à la réalité. C'est peut-être le travail le plus fondamental de tous et celui que les survivantes de gaslighting décrivent le plus souvent comme le tournant de leur guérison. Le droit à la réalité, ça veut dire quelque chose de très concret. Tu as le droit de percevoir ce que tu perçois. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Tu as le droit d'avoir une mémoire de ce qui s'est passé. Et cette mémoire mérite d'exister même si quelqu'un d'autre dit qu'elle est fausse. Tu as le droit d'appeler une chose par son nom. Si quelque chose te faisait du mal, c'est parce que c'était douloureux, pas parce que tu étais trop sensible. Si quelque chose te semblait injuste, c'est parce que c'était injuste, pas parce que tu déformais la réalité. Ce droit à la réalité, il t'a été systématiquement retiré dans cette relation. Et le reprendre, c'est l'acte le plus radical de ta reconstruction. Pas parce qu'il change le passé, parce qu'il change le présent. Parce qu'une femme qui sait qu'elle a le droit à sa propre réalité ne peut plus être contrôlée par quelqu'un qui lui dit qu'elle l'a perdue. Le cinquième outil est ce que j'appelle la séparation entre perception et validation. C'est un outil qui s'adresse spécifiquement à l'une des séquelles les plus persistantes du gaslighting, cette habitude de ne pas te permettre de nommer ce que tu ressens tant que quelqu'un d'autre ne l'a pas confirmé. La séparation entre perception et validation consiste à pratiquer d'abord dans des situations de faible enjeu, puis progressivement dans des situations plus importantes, de nommer ta perception intérieure avant de chercher une validation externe. Je ressens ça, j'ai perçu ça, ça m'a semblé comme ça, et de laisser cette formulation exister pendant quelques minutes sans immédiatement la soumettre au jugement de quelqu'un d'autre. Pas parce que l'avis des autres ne compte pas, mais parce que tu as désappris à croire que ta perception avait le droit d'exister sans validation. Et réapprendre ce droit est fondamental pour ne plus jamais laisser quelqu'un s'y substituer. Jung a écrit quelque chose que je porte depuis des années. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur se réveille. Pendant des années dans cette relation, tu regardais à l'extérieur. Tu cherchais dans son regard la confirmation que ta réalité était valide.
Et cette dépendance au regard extérieur était précisément ce que le gaslighting avait construit. Ton réveil commence au moment où tu comprends que ta réalité n'a pas besoin d'être confirmée par lui pour être réelle, qu'elle existe indépendamment de ce qu'il en dit, et que cette indépendance n'est pas de l'arrogance, c'est simplement ce qu'on appelle la santé psychique. Alors aujourd'hui, je veux te dire quelque chose que tu mérites d'entendre aussi clairement et aussi complètement que possible. Tu n'étais pas folle, tu n'étais pas instable, tu n'étais pas trop sensible, trop réactive, trop difficile, trop compliquée. Tu percevais quelque chose de réel avec une clarté que lui ne pouvait pas tolérer. Parce qu'une personne qui perçoit clairement ne peut pas être contrôlée indéfiniment. Et il avait besoin de contrôle. Alors, il a attaqué ta perception. Il a attaqué ta mémoire. Il a attaqué ta confiance en toi-même. Et il a fait ça non pas parce que tu étais un problème, mais parce que tu étais une menace pour le contrôle dont il avait besoin pour survivre à son propre vide. Tu n'étais pas folle, tu n'étais pas faible, tu voyais. Et c'est précisément ça qu'il ne pouvait pas supporter. Et dis-moi dans les commentaires, quel est le premier moment où tu as compris que tu n'étais pas le problème? Ce jour précis, cette conversation précise, ce détail précis qui t'a fait dire « Attends, ce n'est pas moi, partage-le ici ». Parce que quelqu'un d'autre en ce moment se demande si elle est en train de devenir folle. Et elle a besoin de lire que non, elle ne l'est pas. Et toi non plus, tu ne l'étais pas.